You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la 3e saison de Cold Facts. Avant de parler de Lausanne, de nos pronostics, de Fribourg et de Bienne, on a décidé de discuter réforme National League, c'est normal. C'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le centre de toutes les discussions, le nombre d'étrangers qui va passer à 7 en 2022, les licences suisses pour les joueurs de plus de 22 ans qui tombent, la communication peut-être un peu foireuse de la Ligue nationale. On va revenir sur tout ça pendant plus d'une heure. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va très très bien, même si c'est un peu le chantier en National League ces derniers jours, parce que... Ouais, effectivement, c'est un petit peu le chantier, t'as raison. Ils ont sorti, c'était quoi, vendredi, on a reçu un mail d'ailleurs qui était de Denis Vaucher. Oui, lui quand il envoie des mails, soit il y a des poèmes, il y a des revisites pour parler comme à Top Chef de l'hymne national, comme on avait eu le droit au 1er août, mémorable réinterprétation de notre cantique. Ou alors, soit il nous annonce une réforme, la première pierre d'une réforme. Ouais. Il n'envoie pas des mails pour rien, Denis Vaucher. Alors c'est complètement juste, c'est la réforme, je pense que vous l'avez tous et toutes lu. C'est 7 étrangers. En fait, le gros truc, c'est 7 étrangers à partir de la saison 2022-2023. Donc, en gros, dans un peu plus de 20 mois. La saison prochaine, ce sera encore tout à fait normal, on va dire, pour peu qu'il y ait une normalité. Et les licences suisses vont tomber, sauf pour ceux qui ont moins de 22 ans. Ça aussi, c'est un... Donc, les joueurs étrangers qui n'ont donc pas le passeport suisse, qui sont bénéficiaires d'une licence suisse. Ensuite, tout le temps, Florent Douai, le pauvre, c'est un peu le Gregory Hoffman. Ouais, c'est le Gregory Hoffman du trop haut salaire. Florent Douai, c'est l'exemple du joueur étranger à licence suisse. Il y en a d'autres, il y en a un poil moins de 30, il y en a 28 en Ligue nationale, en National League, de joueurs qui sont de nationalité étrangère et qui sont plutôt bénéfices d'une licence suisse. Ces joueurs-là vont la perdre. Ça, c'est un des principaux changements avec l'augmentation du nombre d'étrangers à 7. Ouais. Ce qui fait que si on a toujours 12 équipes en National League qui ont fait des mathématiques appliquées, 7 x 12, ça fait 84, alors qu'aujourd'hui, 4 x 12, ça fait 48, auquel on rajoute... Alors moi, j'avais cru comprendre que c'était 29, parce que ça faisait 77. Ouais, alors tu rajoutes la licence étrangère de Zurich. D'accord. C'est 28 joueurs à licence étrangère, plus une licence supplémentaire octroyée à Zurich. Alors, très juste. Donc, et on arrive à un total, finalement, de 76 ou 77. Et moi, quand froidement je regarde ces chiffres, je me dis, ouais, alors finalement, c'est vrai, il n'y a pas un immense écart. Est-ce qu'on ne serait pas un peu parti comme des fous sur une info parce que la communication n'a pas été bonne ? La communication a été catastrophique, tu veux dire. On en est arrivé à un point où un CEO de club a dû aller sur LinkedIn expliquer ce qui s'est passé. Et c'est Raphaël Berger, allez voir sur LinkedIn ce qu'il a écrit. Alors, on va être clair, c'est le point de vue d'une des personnes qui est en faveur de ces changements. Faut pas être naïf en lisant ça non plus. C'est son point de vue, il est étayé, il explique les choses, mais... son point de vue est le suivant. C'est une bonne chose. Donc, ce sera lu avec ce regard. Il faut le lire en ayant ça dans un coin de la tête. Mais toujours est-il que la communication est désastreuse. On en est arrivé à un point qui, il y a 2 semaines environ, la majorité des suiveurs du hockey sur glace étaient convaincus qu'il y aurait 10 étrangers dans la ligue, alors que c'était juste une des options. C'était une piste de travail. Ils avaient plusieurs options allant de 10 étrangers à 6 étrangers dans les différentes réformes. Et ils étaient en discussion. Et ça a fuité un peu à gauche et à droite de manière complètement désordonnée. Alors tu me dirais, une fuite, c'est rarement ordonné. Mais justement, je pense qu'une fuite, ça peut être très bien ordonné si tu as des relais à certains endroits où, zut, tiens, le document a fuité avec les réformes. Non, c'est pas 10 étrangers, c'est de 6 à 10 la discussion actuellement. On dirait le confinement selon Macron, tu sais, un peu... Mais c'est ça. Et en fait, gérer une communication...
c'est comme ça que ça se passe. Et alors, je pensais pas partir sur Clément Viktorovitch, qui est une des personnes que j'apprécie le plus au monde à peu près, sur Twitter, avait expliqué exactement ça sur la première annonce du confinement d'Emmanuel Macron, où ça faisait 3 jours que tous les médias parlaient de ce confinement, et lui n'a même pas eu besoin de prononcer le terme confinement, parce que c'était dans les médias depuis 3 jours. Et ça, c'est complètement organisé en amont. Et c'est juste brillant comme communication, parce que lui, il est là pour dire, oui, il y a un confinement, il ne le dit pas, mais il confirme ce qu'il y a dans les médias, mais il est déjà là pour rassurer sur la suite des opérations. Et en fait, c'est une stratégie de communication, ça s'appelle. Et là, à la Ligue, ils ont, à la Ligue, oui, pas à la Fédération, à la Ligue, ils ont 0 stratégie de communication. C'est vraiment la Ligue pain fromage. On fait nos trucs dans notre coin, puis on se dit, bon, de toute façon, on communiquera quand il faudra communiquer. Mais le problème, c'est que ça se sait, ce genre de choses. Et là, il y a eu un gros problème, et il faut rétro-pédaler derrière. Il y a des gens qui doivent expliquer clairement ce qui est en train de se décider, parce que les gens gueulent dans tous les sens. Et moi, j'en veux pas du tout aux personnes qui sont pas d'accord et qui expriment leurs avis. Ils ont complètement raison de s'exprimer. Le problème, c'est que la majorité des avis qui a été exprimé, c'est sur du vent, finalement. C'est sur des décisions qui n'avaient pas été prises au moment où la plupart des avis a été exprimé. Et une fois que l'une des mesures a été exposée, il y a eu 2 fois plus d'avis, alors qu'on n'a toujours pas l'image complète, on va dire. Désolé pour cet anglicisme déguisé, ou ce québéquisme, je sais pas. Et on ne sait quand même toujours pas à quoi ressemblera la National League du futur, mais on a tous un avis déjà à peu de choses près, et très, très tranché. Et moi, je suis un peu embarrassé avec ça, mais c'est pas la faute des gens qui ont des avis, c'est vraiment la faute des décideurs qui n'ont pas été foutus de communiquer clairement et de manière, comment dire, avec une stratégie de communication. Et ça, finalement, ça s'apprend. C'est quelque chose que tu ne t'improvises pas communicant. Ça, c'est bien vu là, quoi. Mais revenons sur le fond, peut-être, des réformes, et pas sur la forme. Parce que là, on a parlé que de la forme. Ouais. Non, parce que je réfléchissais, est-ce que la Ligue a essayé quand même qu'on ait un rendez-vous avec elle, qu'on puisse rencontrer les dirigeants, et toi et moi. Est-ce que peut-être c'était là aussi une manière d'essayer d'expliquer pour qu'on puisse aussi éteindre peut-être certains feux? Mais on n'a jamais trouvé une date qui était jouable pour toutes les parties. Donc, ouais, oui, mais au bout d'un moment, moi j'ai essayé aussi auprès de certaines sources de dire, quand je voyais que ça partait un peu en vrille niveau communication, moi j'ai commencé à contacter certaines sources en disant, mais donnez-moi en gros tout ce qui se discute actuellement. Moi je fais un article, voilà ce qui est en train de se discuter, puis au moins ce sera clair, quoi. Et je respecte complètement les personnes qui n'ont pas accepté de me faire fuiter ces documents, c'est à leur honneur, hein. Mais que ce soit moi, un autre, j'en ai rien à foutre, mais au bout du compte, si tu fais fuiter ça, si tu as sur la place publique l'entier des discussions, parce qu'en amont, tu n'as pas été capable de rester discret sur ces discussions, hein. C'est parce qu'il y a eu des fuites à gauche et à droite que derrière, il faut peut-être éteindre l'incendie. Si tu es un peu plus précautionné en amont, tu n'as pas besoin de tout ça. Parfois, ça c'est mal goupillé pour eux. Maintenant, il faut rétro-pédaler. Encore une fois, aller lire le résumé de Raphaël Berger. Il est en tout cas intéressant, et c'est au moins un point de vue clair, vu qu'on n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps, finalement, des gens qui sont au cœur des décisions. Pour rebondir là-dessus, ou plutôt pour continuer cette discussion, on va prendre vos très 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 nombreuses questions. On va essayer de citer tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui soit se ressemblent, soit des avis qui vont dans ce sens-là. Pascal, CH 2017, on est à 7 étrangers et demi en moyenne avec les licences suisses des étrangers à date. J'aimerais beaucoup que Colfax rétablisse un peu la vérité. On est loin d'une révolution, mais plutôt d'un comptage différent. C'est exactement ce qu'on vient de dire par l'entremise du papier de Raphaël Berger aussi, qui expliquait ça. Ah ouais, c'est complètement juste. Très bien. Alors, moi, là où je comprends complètement la voix qu'on a eu beaucoup, et on en a parlé une fois les deux, notre compte Instagram, tiens, je fais un peu de pub pour notre compte Instagram au passage, on suit beaucoup de joueurs de hockey, évidemment, et il y avait la communication de la Ligue des... La CIPU. La CIPU, voilà, c'est quoi, c'est la... Swiss Ice Hockey Player Union. L'union des joueurs de Swiss Ice Hockey,
qui a fait une communication en disant que 143% des joueurs étaient contre le fait qu'on baisse leur salaire. Je sais plus, j'exagère un tout petit peu, mais c'était pas loin d'être ça. C'est 96 ou 94. 94, ouais. En même temps, à la question, est-ce que tu veux que ton salaire soit baissé, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui disent non. Et je me moque pas du tout de leur communication, mais je trouvais logique de le faire, mais pas étonnant d'en avoir cette... Une proportion pareille, ouais. Et il y a eu cette communication de la Ligue d'Union des joueurs, qui est déjà arrivée beaucoup trop tard. Ils sont vraiment arrivés comme la grêle après la vendange, c'est terrible. Et oui, ils défendent aussi un petit peu leur bout de gras. Moi, qu'un Florent Douai s'exprime dans 24 heures, comme ça a été le cas lundi ou mardi, en disant qu'il ne comprend pas et qu'il est déçu, mais c'est complètement normal, parce que c'est lui, finalement, l'un des principaux joueurs qui est visé par cette évolution et non révolution, je pense. Donc, évidemment, si on prend à titre purement individuel, il y a des gens qui se sentent lésés et qui ont le droit d'être vraiment, vraiment mécontents. Maintenant, si on réfléchit de manière un poil plus large, je l'expliquais, désolé s'il y a des gens qui regardent les Pécalistes et qui nous écoutent, mais je l'expliquais l'autre soir. Quand tu cherches un défenseur, puis que sur le marché, tu as Noah Schneeberger et à peu près personne d'autre, du coup, tu as à peu près tout le monde qui a envie d'engager un défenseur, le marché de Noah Schneeberger va devenir fou, alors qu'il n'a pas à l'être. Tandis que si tu peux élargir un petit peu ton champ de recherche en allant chercher, et encore une fois, tu vas pas aller chercher le meilleur défenseur de NHL, tu peux aussi aller chercher un défenseur en Slovaquie qui va te coûter un peu moins cher que Noah Schneeberger sans brûler la ligue, sans être un Henrik de Mernes ou un Ryan Gunderson, mais pour un prix moindre, et du coup ça va un tout petit peu faire baisser le marché du Noah Schneeberger qui va re-signer son contrat quelque part quand même, mais à un prix un peu plus correct. Donc cette régulation des salaires, pour moi, elle est nécessaire. Je pense pas que, et vu qu'on parle des gros salaires, on va éviter Gregory Hoffman pour une fois, je pense pas que Lino Marchini ou que Reto Berra va gagner moins. Ah, mauvais exemple les gardiens quand même. Je pense qu'on parlera peut-être des gardiens dans 2 secondes, mais je pense pas qu'un Lino Martini ou un Denis Sollenstein va faire moins d'argent parce que tu peux aller chercher un Slovaque. Non, eux, ils vont pas, ça ne va rien changer. Par contre, effectivement, le salaire médian va un petit peu baisser. Ludovic Ayo, un lockout serait la meilleure des solutions pour se faire entendre. Ce ne sont pas les joueurs qui sont responsables de la gestion des salaires, mais bien les clubs. À eux d'assumer maintenant la surenchère qu'ils ont mis en place. Lockout possible. Alors, réponse en 2 temps, si je peux me permettre, à moins que tu veuilles toi y aller. Non, je laisse répondre sur le lockout. Moi, je réponds sur la partie... Là où il a complètement raison, c'est qu'on n'a jamais un club qui a été forcé de signer le contrat du joueur. Jamais, ça n'est pas arrivé. Oui, des fois, tu as besoin d'un joueur, tu as besoin d'un ailier, tu as besoin d'un défenseur, donc tu vas faire la meilleure offre ou essayer de faire la meilleure offre. Mais personne force les clubs. Donc là, il a complètement raison. S'il y a une surenchère, c'est parce qu'eux ne sont pas capables de collectivement dire stop, on fait quelque chose. Et les gens ne sont pas responsables de ça. Et là, je suis complètement d'accord. Lockout, à toi. Ouais, lockout, je crois que c'est pas possible parce qu'on a déjà posé cette question à certains directeurs de clubs de National League. On peut pas plafonner les salaires en haut. Je crois qu'on peut... Le plancher salarial est possible, ça c'est faisable. Mais le plafond salarial, c'est pour ça qu'on parle de fair play financier, on parle de luxury tax ou de taxe de luxe qui permettrait de dépasser un certain seuil, mais peut-être que tu ne peux pas légalement mettre un seuil à ce niveau-là. Et puis aussi se rappeler qu'en fait, ils sont employés comme nous tous sommes, enfin à moins que vous soyez indépendants, mais notre employeur, on ne peut pas commencer à partir en grève comme ça. Je peux vraiment parler de mon cas, parce que quand le matin a été arrêté par mon éditeur Tamedia, qui sont ATS aussi, on a fait grève, on a eu de la chance, on n'a pas eu de retenue sur les salaires. Mais... Exactement, mais le jour où on part en grève, ça a duré quelques jours. Il y a eu un ultimatum, si à une date X, à un moment à minuit, la grève se poursuit, vous êtes tous licenciés, vous êtes tous potentiellement licenciés parce que cette grève est jugée illégale et donc votre contrat donc vous rompez de votre côté le contrat que vous avez fait avec votre entreprise. Et je ne peux pas parler pour le cas des joueurs et les contrats de joueurs de hockey qui sont des contrats à durée déterminée contre nous, des contrats à durée indéterminée dans le journalisme. C'est vraiment différent. Mais toujours est-il que si la grève est jugée illégale, au bout d'un moment, tu peux te faire licencier. Et à un moment où les clubs disent « on a beaucoup de gros salaires,
Alors faites grève, hein, nous on va Comme faire... ça, on remet tout, on fait Ouais, on repart à zéro. tabula rasa. Hein. Exactement. Donc, je suis pas sûr que le lockout. Et je pensais que tu allais expliquer ça parce que c'est aussi ton domaine de Pour la NHL, prédilection. tu dis. Ouais. C'est qu'en fait, le lockout, comme on l'a vécu en NHL, c'est parce qu'on est arrivé à la fin d'une convention collective, ça s'appelle le CBA là-bas, qui dure sur une dizaine d'années en général ou qui est renégocié tous les. Pour les X années. En entre général, 8 et 10 ans, ouais, exactement. Et quand tu arrives à la fin de cette convention collective, entre les propriétaires et l'association des joueurs, entre la ligue du coup, vu que la ligue appartient, enfin, entre les franchises qui sont à la ligue et l'association des joueurs, sur le partage des revenus, sur plein de domaines, bah, si tu n'as plus d'accord cadre pour jouer, tu n'as plus de raison de jouer. Donc là, ça induit une grève, une suspension de... Vu qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de jeu. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste des employés de clubs qui jouent pour leur employeur. Et il n'y a pas cet aspect négociation entre deux parties. On prend une question de Tom Maillot. Après ces annonces des clubs qui sera le premier européen à casser cette réglementation, est-il vrai qu'un plafond salarial hard est impossible en Suisse ? Je crois qu'on a déjà répondu à la question du plafond salarial. On précise pour ceux qui ne sont pas au fait des différents plafonds salariaux. Il y a 2 modèles en Amérique du Nord. C'est hard cap, ça veut dire que tu as un montant X au dollar prêt à dépenser au maximum et tu ne peux pas aller au-delà. Et tu as un salary cap dit soft, comme notamment en NBA, qui est celui que je connais peut-être le mieux. Et là, tu as des exceptions pour re-signer tes propres joueurs au-delà du salary cap avec une taxe, une luxury tax, qui fait que pour X dollars au-dessus du cap, tu payes une pénalité qui va être redistribuée dans les clubs qui sont en dessous du cap. C'est à peu près vers ce modèle-là qu'on tendrait actuellement en Suisse. Alors, mais la question, le premier Européen à casser cette réglementation, c'est très difficile parce qu'on parle là d'une sorte d'arrêt Bosman en football. Mais si je dis pas de bêtises, Jean-Marc Bosman, il avait un contrat avec son club ou avec un club et que tout d'un coup, on l'empêchait de faire son travail. Alors que s'il avait été dans une autre branche, l'ouverture du marché européen lui permettait d'avoir son travail. Et que là, dans le cadre du football, il n'avait pas son travail qui était assuré, alors qu'il avait un contrat en bonne et due forme. Mm-hmm. Moi, ce que je vois, en prenant un exemple d'un joueur, alors désolé, c'est vrai que je pense à Florent Douet, qui a un contrat jusqu'en 2023, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ce qui voudrait dire qu'entre 2022 et 2023, il serait sous l'égide de ce nouveau règlement des 7 étrangers. Peut-être que Lausanne le garderait, en fait, simplement, il serait considéré comme étranger. Donc le contrat, Lausanne continue à lui payer son salaire. Par contre, en 2023... peut-être que simplement le club ne voudra plus de lui comme étranger et préférera se tourner vers un autre joueur. Et auquel cas, c'est pas interdit par la loi d'arrêter de dire non, on préfère prendre un autre joueur comme joueur étranger. Et la différence assez majeure, et je crois qu'ils ont été très malins dans ce qu'ils ont mis en place actuellement les clubs, c'est qu'actuellement il y a un nombre d'étrangers sur la glace limité à 4 et il y a un nombre de licences limité à 8. Et ça, c'est un gentleman agreement. Et ce gentleman agreement-là aurait pu sauter par un Européen disant « Mais attendez, là, on m'empêche de faire mon travail en limitant à 8 le nombre de licences étrangères. » Par contre, dans la nouvelle réglementation, et si je l'ai bien lu, et si c'est faux, on fera un correctif la semaine prochaine, mais je ne crois pas, il n'y a pas de limitation. Donc, en gros, un club, vu qu'on prend tout le temps Hoffman pour les gros salaires, Douai pour les étrangers et Lausanne pour les grosses offres, Ambry, voilà, on va prendre Ambry. Si Ambry dit, nous, on va engager 37 étrangers, ouais, mais vous en ferez quand même jouer 7 au bout du compte. C'est ça. Mais tu n'as aucune limitation sur le nombre d'étrangers que tu peux engager dans ton organisation. Et donc là, tu rentres dans les clous, finalement, pour ne pas te faire attaquer par un Européen. Je crois que c'est ça la Mais je pense feinte. Que tu as raison. On rappelle que de niveau chez avocat aussi, ils ont quand même 2-3 juristes, je suppose, à la Ligue qui ne sont pas des peintres. Je les imagine mal. Et encore une fois, c'est sorti maintenant, alors que, comme le dit Raphaël Berger, tout ça doit être encore entériné, validé, signé, et qu'ils ont encore en gros un mois et demi, avant que tout ça soit mis clairement sur papier, mais que c'est sorti tellement tôt et tellement mal, que c'est pour ça qu'on a une sorte de cacophonie en ce moment. Oui, et effectivement, là où tu as totalement raison, j'aime bien, nous, en tout cas, j'espère que nous, à ce podcast, on essaie toujours de dire, si nous, on pense comme ça, on ose imaginer que le technicien sur le banc l'a aussi vu que X ou Y joueur n'est pas à sa place, que telle combinaison ne va pas, etc. Là, dans le domaine juridique,
là aussi, la Ligue a beau être pain fromage sur plein d'aspects, je peux imaginer qu'ils ne se sont pas, ils se sont pas regroupés autour d'un caclon à fondu. D'ailleurs, à 12, ce serait complètement illégal, donc ils ne l'ont pas fait en ce moment. Et ils ont pas décidé ça avant le dessert, de dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, on limite. Non, c'est clairement carré. Et moi, je pense qu'ils sont blindés pour justement ne pas avoir ce problème-là. Fabien Luisier, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de communiquer la réforme complète avec la mise en place d'un salary cap ou fair play financier qui apparemment est aussi discuté plutôt que de sortir uniquement la modification sur le nombre d'étrangers? Ça aurait peut-être mieux passé. On est complètement d'accord avec Fabien. C'est justement sur cette question de la communication dont on parle depuis plusieurs minutes. Donc on est complètement d'accord. Et après, voilà, c'est leur faute de ne pas être capable de gérer leur communication. Maintenant, quelqu'un m'a aussi fait la théorie en disant... ils ont mis ça pour énerver tout le monde, mais après l'idée ça va être de calmer dans un second temps avec disant mais voilà, vous voyez le salary cap, etc. Moi j'y crois pas une seconde. Je pense pas que, à mon avis, ils ont tellement mal géré la com que tu peux pas avoir un plan sur 3 étapes comme ça, alors que la première tu sais déjà pas la gérer. Marc Egui, quels sont les moyens de pression que les joueurs pourraient utiliser selon vous? J'en vois pas beaucoup, en gros. Je pense que les joueurs étrangers, les joueurs suisses, honnêtement, pression, à part dire qu'ils sont à 94%, pas contents. Honnêtement, je vois pas. Non, je ne vois pas non plus, honnêtement. Parce que c'est des contrats à durée déterminée qui vont s'arrêter un jour ou l'autre. Finalement, si les clubs veulent plus signer tel joueur à son salaire d'avant, voilà, c'est tout. Et donc non, moi je vois peu de moyens de pression. L'idée pourrait être de rallier l'opinion publique, et c'est ce qu'ils essayent de faire finalement, c'est que les spectateurs, les sponsors, tous ces gens-là fassent pression, mais eux, à titre individuel, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ils font leur job au niveau de l'opinion publique, trop tard certes, mais ils sont en train de le faire. François Meyer, on peut comprendre l'intérêt de certains clubs d'augmenter le nombre d'étrangers. Lausanne et Genève ont toujours eu une vision nord-américaine du hockey. Berne n'arrive plus à faire venir des joueurs suisses de premier plan, etc. Mais j'ai de la peine à comprendre quels sont les intérêts de certains clubs. Zug a fondé Zug Academy, Davos, Bienne, Ambry et Langnau font jouer beaucoup de jeunes. On parle de toutes ces nouvelles règles, notamment du salary cap, dans un package, et que c'est tout ou rien. Bizarre comme procédé, les clubs sont seuls contre tous. Cette nouvelle SA de la National League n'est pas encore constituée, qu'elle a réussi à se mettre tout le monde à dos. Elle fait fort comme entrée en matière. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt un statement. Ouais, mais très intéressant statement, ça dit en passant. Donc, merci déjà. Et oui, alors je pense qu'il a de ce que j'ai, de ma compréhension, c'est exactement ça. C'est que tout le monde a dû un petit peu faire des compromis, certains peut-être plus que d'autres. Et si tu veux le fair play financier, ça passe par l'augmentation des étrangers. Pour que certains voulaient plutôt l'augmentation des étrangers, d'autres voulaient absolument le fair play financier, ce que je peux imaginer du côté de Langnau, Bienne, Davos, ces clubs qui ont été cités là par exemple. Et l'un dans l'autre, tout le monde a dû se rencontrer à un certain moment dans les négociations et dans les discussions. Et oui, c'est tout ou rien. Donc ils veulent un concept global de révolution ou d'évolution dans la ligue. Je pense révolution, on peut le dire. L'évolution sur l'étranger, c'est pas une révolution. La totalité va en être une. Et donc là, oui, c'est juste des négociations et tout le monde fait des compromis. Et la Suisse étant un pays de compromis, voilà. De flics aussi, c'est ce que tu disais. Gaëtan Grossrieder, cet étranger est une National League à 14 avec relégation comme en Suède, ce serait top. Et une Swiss League avec 2 zones, Est et Ouest à 20 équipes, ça augmente les rivalités régionales et ça réduit les temps et les coûts des trajets. Des chauds de fond Gain et des Ticino Rockets Square à la place des chauds de fond Ticino Rockets. Ok, bon. Concernant la licence suisse, ne devrions-nous pas, depuis le début, t'es suisse, tu peux jouer pour la Suisse. Moi, ça me semble logique. Et pourquoi changer quelque chose qui fonctionne en fait? C'est très suisse d'ailleurs. La seule chose qu'on peut reprocher au championnat suisse, c'est que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Les changements prévus ne changeront rien à ça. Le salary cap permettrait une plus grande équité et on verrait le vrai travail des DG et du scouting. Ça aussi, c'est ce qu'on disait. Complètement d'accord. Mais un salary cap transparent, quoi. Est-ce que c'est utopique? Certainement, mais finalement, pourquoi le gentleman agreement de 4 étrangers tient? Il disait, tiens, ce soir, si Gauthieron mettait ses 5 étrangers dans 2 communautaires sur la glace, il se passerait quoi? Alors bon, ça, le clash de l'équipe qui débarque avec 20 Polonais, on en a entendu parler quand même quelques années, ça n'est jamais arrivé. Oui, ça peut arriver qu'une équipe fasse ça, et ce jour-là, on rigole, mais... Faut que ce soit, alors, le plan soit bien... qui se déroule sans accroc à la Hannibal Smith, puis qu'il était bien réfléchi en amont, parce que tu sais déjà, je fais ça, donc il va se passer ça. Donc, en fait, j'ai anticipé toutes les réactions pour, au final, savoir que je vais gagner.
Par contre, là où il a raison, et finalement, ce qu'il dit, c'est pour les licences suisses, si tu es suisse, tu peux jouer pour la. Enfin, si tu peux porter le maillot de l'équipe nationale, tu es considéré comme suisse. Si tu ne peux pas porter le maillot de l'équipe nationale, tu es considéré comme non suisse. Finalement, c'est un petit peu vers ça qu'on tend, avec l'abolition de la licence suisse pour les joueurs étrangers formés en Suisse. Donc, c'est l'idée qui a été développée par cette augmentation du nombre d'étrangers à 7. Et sinon, pour les autres points, je ne sais pas si tu veux en développer un. Non. Ça me fait penser les licences suisses, puisqu'on a un petit peu abordé ça. Il y a Gilles Gerber. Je trouve scandaleux que des joueurs genre Douai ou Boson, qui ont fait toute leur classe junior dans notre pays, soient obligés de demander la nationalité suisse pour continuer à jouer dans notre championnat. Je suis complètement d'accord avec lui, effectivement, parce que là, t'as ton permis, je crois, CC, pour être... Tu peux rester toute ta vie comme ça. T'as juste pas envie de demander la nationalité suisse, mais t'es suisse dans l'âme et tout, t'as juste un attachement à ta nationalité de base. Puis là, on vient te demander de changer tout ça. Dire, ah, voilà, tu veux continuer, faut faire ça. Là, je trouve que ça va trop loin, finalement. Alors, effectivement, et moi, c'est d'ailleurs une des théories qu'on avait faites, on en fait tellement, on les oublie certaines, mais celle-là, on l'avait faite. Comme quoi, moi, je suis complètement d'accord avec ce point que les joueurs qui ont cette licence suisse, pourquoi pas, à la fin de cette saison, on remet à 0 C'est ça. Et on n'octroie plus de licence suisse pour un joueur au-delà de 22 ans, ou pour tout joueur qui n'a pas encore le droit, ça va prendre 5-6 ans pour qu'il n'y ait plus cette zone grise. Finalement, c'est comme... forcer les joueurs à jouer avec la visière. Ouais. McTavish, le coach de Lausanne, était le dernier joueur en NHL à jouer sans visière parce qu'il avait encore le droit avec son âge. Ouais. Voilà, tu fais une date butoir. Tu dis au-delà de cette date-là, on n'octroie plus de licence suisse. Par contre, Tim Boson, Florent Douai, Denis Smirnov, tant mieux pour vous. Vous avez bénéficié d'une juridiction ou d'une loi telle qu'elle est ou d'une règle telle qu'elle était édicté au moment où vous l'avez obtenu. Voilà, pourquoi revenir en arrière? Moi, c'est ce retour en arrière qui m'énerve beaucoup. Alors, moi, ce qui m'a plus choqué, finalement, dans tout ça, c'est j'ai essayé de reprendre le problème à l'envers en me disant, est-ce que Josh Joris, qui n'a de Suisse, finalement, qu'une licence parce que son père est passé par la Suisse, puis qu'ils ont réussi à lui donner sa première licence de hockeyeur en Suisse, oui, qu'il est considéré comme Suisse après, est-ce que c'est pas là, déjà, qu'il y avait en fait un gros problème? Pourquoi octroyer et dire après, tiens, dans 15 ans, dans 20 ans, tu verras, peut-être si tu fais du hockey sur glace à un niveau professionnel, tu seras tout content parce que tu seras considéré comme Suisse et tu feras plus d'argent que si tu étais étranger. Moi, c'est peut-être là, en fait, pourquoi il y a eu ce droit qui a été octroyé là. Ouais, alors, je suis d'accord. Là, par contre, un Ronald Scannins qui a fait ses 4 ans pour lui parce que c'était avant que ça monte. Qui parle une langue nationale. Boson, il a vécu à Lugano très longtemps. Il parle 2 langues nationales, donc il est déjà meilleur que moi. Donc vraiment, non mais vraiment, ça me fait mal pour certains qui sont vraiment complètement intégrés. Un Joris, par exemple, qui lui, alors effectivement pour le coup, n'aura pas ses 5 ans ou ses 10 ans en Suisse ou marié à une Suissesse et tout. C'est clair que lui, il va passer avec son passeport canadien et il sera étranger. Là, je trouve que Calle Anderson aussi, peut-être à un certain moment, parce que son père Peter est à Lugano, tu te dis, tiens, comme ça, là, t'as fini en AHL, tu viens vite en Suisse, puis tu viens palper un peu plus d'argent. S'enterrer à la Talo, mais ça, c'est des joueurs qui vont pas être impactés, par contre, par cette nouvelle réglementation, parce ils justifient le fait de prendre une place d'étranger. Par contre, il y a aussi un truc, c'est pas une obligation de mettre cet étranger sur la glace non plus. Mm-hmm. Personne va avoir le couteau sous la gorge à dire non, t'en as que 6 ce soir, attention, tu seras aux tasses demain matin. Non, ça va pas être le cas. Par contre, évidemment, si tu as le choix entre un joueur suisse à 200 000 francs et un joueur qui a le même profil étranger à 100 000, malheureusement, je pense que n'importe quel club fera le choix du joueur étranger à 100 000. Et ça, c'est vrai que il y aura plus d'étrangers dans le championnat de Suisse. Est-ce que c'est un problème? Moi, j'ai pas l'impression. Alors, j'ai aussi souvent cette impression sur le hockey sur glace. Vu qu'on a, tu parlais de l'arrêt Bosman, on a 30 ans de retard sur l'arrêt Bosman. J'ai pas l'impression que les fans du FC Bâle sont moins nombreux parce qu'il n'y a pas 8 Bâlois et puis 4 qui viennent de l'étranger, à savoir Bâle Campagne. Dans l'équipe, j'ai pas cette impression-là. Honnêtement. Donc, oui, c'est une évolution qui est majeure, mais il n'y aura pas non plus 14 checks par équipe, c'est ça qu'il faut aussi se rendre compte. Mais c'est vrai que peut-être le hockey suisse a un côté plus, je ne sais pas si nationaliste c'est le bon terme, mais
Comme on a des bastions comme Davos, où c'est pas forcément des villes, mais il y a quand même un côté un peu plus rural de une station comme à l'époque, quoi, quand il y avait Arosa, quand il y avait Davos. On a quand même Ambry, qui est l'exception, le village d'Astérix. On a quand même Langnau. On a des plus petits coins de pays représentés, alors que dans le football suisse, on commence à avoir quand même gentiment des grands stades avec Lucerne, avec Saint-Gall, avec Bâle. On a des grands centres urbains. Peut-être que c'est plus simple à faire passer, et qu'il y a un attachement plus profond au côté comment dire, du terroir dans le hockey suisse. Mais ça, c'est voilà, un avis comme ça. Michael Monet, à propos des joueurs à double licence qui sont établis en National League depuis plusieurs années, comme Kennins, Almond, Berton, Douet, Sverger. Almond, en l'occurrence, il a déjà joué pour la Suisse aux Jeux Olympiques. Donc, il a le passeport. On en rigole chaque fois, mais il avait quand même réussi à prendre cette tonalité de match après 8 secondes contre l'Allemagne. Donc oui, il a joué. Et Almond, à part ça, je pense que, en plus, si je dis pas de bêtises, il ne parle que l'anglais. Il doit comprendre le français, mais il toujours parle en anglais avec lui. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il parle pas d'autres langues. Mais pas sûr pour dire, c'est assez amusant. Voilà. Mais que vont-ils devenir, vu qu'ils vont compter comme étrangers? Ne devrait-on pas faire une exception avec ces jours-là? Voilà, là aussi, tu l'as expliqué. Est-ce que cette règle touche aussi la Swiss League? Patrice Chapuis, non, la règle, vu que la Swiss League c'est aussi constituée en société anonyme, eux, ce qu'ils veulent, c'est visiblement garder le même nombre d'étrangers, donc 2 sur la glace. C'est sorti. Nicolas Puccio, bonjour messieurs, j'aurais une longue question pour vous. Est-ce qu'une expansion de la National League ne serait pas une réponse à l'accroissement du nombre d'étrangers, ce qui permettrait de diluer le talent et obliger les équipes à former des jeunes pour compléter les effectifs? Les questions sous-jacentes restent: qui pour monter? Cloton, à joie. La National League peut-elle raisonnablement jouer à 14? Faut-il fermer la Ligue pour laisser le temps aux équipes de s'inscrire dans la durée, de se structurer comme l'a fait Rappi par exemple? Bonne continuation à vous. Merci déjà. Ouais. Cloton, ça c'est un peu facile. Évidemment, on est à peu près tous pour dire que Cloton aurait sa place clairement en National League. Complètement. C'est toujours le problème. 13, on n'a pas de souci. Moi, c'est à 14, simplement pour trouver la 14e équipe. Moi, je suis sur Viège quand même en général. Bien sûr, mais Patrick Auert a dit, donc le président d'Ajoie, si on nous propose, moi je peux monter un budget de 7 millions, mais j'ai l'impression que la National League a moins de 10 millions, et déjà même à 10, ça va être chaud. Bon, si tu as un salary cap et puis tu as un plancher salarial, moi j'ai pas de problème avec ça. D'avoir un club qui est peut-être un peu moins riche que les autres, mais qui va avoir ce rôle-là justement de dire, nous on prendra peut-être des paris, on formera peut-être un peu plus de jeunes que certains autres. On joue en National League en sachant qu'on n'a pas vraiment de chance de gagner le titre, mais en même temps, en NHL par exemple, j'ai pas l'impression qu'il y ait 31 ou 32 équipes chaque année qui peuvent gagner la Coupe Stanley. Complètement. Et au début de la saison, elles le savent et c'est pas un problème. Le salary cap devrait quand même aider à avoir une certaine parité dans la ligue. Et même si certains clubs peut-être moins riches pourraient avoir une chance de quand même bien figurer, avec 7 millions, si ton salary cap il est à 10 millions, t'es pas si loin. Et donc avec un bon management, c'est faisable. Maintenant, est-ce que c'est Ajoie ou une autre équipe? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, 14, c'est une bonne idée. Par contre, attention, si ça monte à 14, le nombre d'étrangers monte à 9, de ce que j'ai lu. Donc 7, c'est en cas de statu quo à 12 ou 13, sauf erreur. Okay. Mais 14, c'est 9. Ce qui fait sens aussi en termes de Suisses qui ne perdent pas leur place de travail, ça tient en termes de maths. Et au bout d'un moment, c'est aussi le spectacle et la qualité du produit sur la glace. On parle souvent de marketing ou de produits que tu vends à ton diffuseur, MySports en l'occurrence, mais les droits vont être renégociés pour le début d'ailleurs de cette nouvelle réglementation. Très juste. Il faut leur vendre du spectacle. Et est-ce que ça j'ai pas la réponse, et moi j'ai mon avis mais j'ai pas la réponse. Est-ce que tu préfères avoir une équipe avec des gens du coin mais qui proposent un moins bon spectacle, ou est-ce que tu acceptes d'avoir d'autres personnes qui sont moins du coin mais qui jouent peut-être qui jouent mieux et qui élèvent le niveau global de ta ligue? Est-ce que ça va se faire au détriment des jeunes? Peut-être de certains, mais est-ce que ça va pas élever le niveau de certains autres aussi? Parce que moi, l'argument de l'équipe de Suisse qui est péjorée par ça, moi ça j'y crois honnêtement pas trop. Ouais. Ils jouent en NHL pour la plupart, les bons. Ils partent finir de se former en Amérique du Nord de plus en plus tôt, et ils sont de plus en plus nombreux. Finalement, c'est une bonne école, donc j'ai pas de problème avec ça. Et actuellement, encore une fois, il suffit de regarder le temps de jeu qui est accordé aux jeunes actuellement en National League.
Alors oui, peut-être qu'il y aura 14 secondes de Gaëtan Jobin et puis 17 secondes de Emilius Krakauskas, c'est même pas un bon exemple parce qu'il est pas suisse, mais d'un jeune Gillian Colère. mais voilà, lui, ouais, mais c'est marginal finalement et c'est dommageable et je pense que les clubs devraient faire un peu plus dans cette direction, mais ils ne le font pas. Donc au bout d'un moment, l'utopie que les clubs vont un jour peut-être faire jouer plus de jeunes ne doit pas freiner cette évolution-là parce qu'on n'a pas l'impression que c'est en train d'arriver. Ouais, c'est ça. On revient un peu plus dans l'actu, même si l'actu, on va dire c'était sportive, un peu plus pardon. actuel. Voilà. Non, j'allais faire l'outro de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça. C'est vrai que c'était une bientôt bonne la demi-heure. fin de l'épisode. Bonne demi-heure. On va passer à Lausanne qui sort d'un excellent match contre Zug, qui a mis fin quand même à 21 matchs sans... Zug était sur 21 matchs avec au moins un point. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était 21 victoires, mais c'était des fois des défaites, soit aux prolongations, tir au but. Vraiment, ça démontre la qualité de cette équipe cette saison. Avant ça, c'était une défaite après prolongation contre Lugano alors que Lausanne menait 3-1. Et puis il y a eu une victoire 2-1 contre Ambry, là aussi au-delà du temps supplémentaire. Ce Lausanne, ce 5-1, c'est vraiment... Je ne sais pas si on peut parler de match référence, de statement, mais en tout cas, ça montre qu'on est sur les très bonnes équipes. On disait souvent Zurich, Zug, et puis quand même des fois Lausanne, on essaie... Moi, je les ai toujours mis avec. Voilà. Zurich, Zug et Lausanne, c'est pour moi les équipes les plus constantes. Tu reviens pas sur ta décision de les mettre avec? Bah, surtout pas. Non. Bah, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est physiquement l'impact physique qu'il y a eu ce Lausanne contre Zug. Alors que justement, on disait les fois où ils avaient été très limite contre les équipes, les Zug et Zurich, où justement où ils avaient un peu de peine, c'était d'un point de vue physique. Et quand ils se faisaient brasser physiquement, ils étaient beaucoup moins bons. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont relevé le défi physique de Zug. Et même au-delà de ça, je dirais, ils ont dominé Zug physiquement. Et quand Lausanne est capable de jouer et de rivaliser physiquement avec son adversaire, bah, techniquement et au niveau du talent individuel, ils vont jamais être mal. Et ça va même souvent être à leur avantage. Donc pour moi, c'est le point majeur de cette victoire contre Zug, c'est d'avoir été capable de jouer, de les regarder dans les yeux, alors que Zug, c'est une équipe, c'est pas aussi puissant qu'un Zurich, je trouve, de ce côté-là. Mais quand même, c'est une équipe qui... Pour les bouger, il faut être bon. Et Lausanne l'a vraiment été. Ouais, pour être meilleur dans le rythme. Parce que justement, on répète souvent en regardant simplement l'alignement, mais quand tu as cette quatrième ligne zougoise avec des Leuenberger, avec des Saint-Heller et tout, c'est vraiment très très solide. C'est des gars qui auraient leur place dans des équipes peut-être un petit peu moins cotées, en troisième, peut-être même en deuxième ligne chez certains, et qui donc amènent beaucoup de profondeur et de capacité de tourner un match aussi. On se rappelle qu'un Saint-Heller, par exemple, avait tourné un match comme ça, je dirais, contre Ambry en marquant 2 buts. Donc, quand ta quatrième ligne, c'est Torel, Saint-Heller, Leuenberger. Ouais, chapeau quoi, d'avoir brassé cette équipe. Alors oui, tu es à la maison, tu dois te faire respecter sur ta patinoire, mais après un tiers, moi je me disais... Ça pourrait être compliqué. Et derrière, ils ont pu lâcher grand-chose, malgré la perte de Marc Barberio pour sa deuxième pénalité de match. En même pas une semaine, puisqu'il avait ramassé 5 plus matchs contre Ambry pour un slashing sur les mains de Novotny. Et là, il était parti. Je crois que tu en avais parlé, hein, justement. Exactement. Alors, est-ce que tu mets match ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout à vitesse réelle, elle a l'air impressionnante. Plus tu revois le ralenti, tu te dis ouais, on est sûr. Puis bah, pour Barberio, le slashing sur Novotny, il était parti au vestiaire, il n'avait pas moufté. Et là, j'avais dit justement, effectivement, à la réaction du joueur, tu dis bon, bah là, il sait que c'est pas un scandale. Là, la réaction de Barberio, et c'est le même joueur. Alors, ça peut aussi être à l'accumulation de ah non, pas encore. Tout à fait. Ça, je peux l'entendre. Mais il y a quand même cet aspect où tu sens qu'il est un peu plus révolté contre cette décision et contre cette expulsion. Et je peux comprendre. D'ailleurs, il y a pénalité, donc c'est sa deuxième pénalité de match, donc suspension automatique pour une rencontre. Ça, c'est match contre normal. Fribourg, ouais. Il sera suspendu contre Fribourg. L'avantage d'avoir Vladimir Roth, on en reparlera dans un tout petit moment. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête contre lui. Donc ça prouve aussi qu'à aucun moment ils ont légitimé
une suspension un peu plus haute qu'un match automatique. Et peut-être même qu'il y aurait eu 0 match s'il n'y avait pas eu cette deuxième sanction. Exactement. C'est donc sur Barofner de Zug qui a eu ce faute. Je ne sais pas si on peut partir sur cette idée que peut-être Barofner a simulé. Moi, j'ai eu très très peur, en tout cas, quand je l'ai vu étendu sur la glace et qu'il ne bougeait plus. Je me suis dit, ça faisait vraiment froid dans le dos. Après, finalement, il a pu rejouer. Régis Serf a quand même noté, mais voilà, que le joueur avait déjà été averti 2 fois pour simulation. 750 francs et je crois 1600 francs d'amende déjà. Mais il faut pas forcément après se dire c'est Kylian Motel, donc c'est forcément c'est pas des il a le droit d'être blessé. Enfin, Chris Di Domenico a le droit aussi de se ramasser une charge ou un coup dans la gueule. C'est pas interdit, quoi. C'est pas parce que c'est lui que de toute façon c'est simulation. Et Barofner idem, effectivement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça par chance, ça a pas sorti Lausanne de son match, bien au contraire, mais quand tu as 5 minutes, quand tu es mené face au Power Play Zougois. Voilà, quand tu es mené, tu veux finir mes phrases. Quand tu es mené 1-0 par Zug et où ils avaient juste égalisé à 1, je sais plus. Ils avaient égalisé à 1, ouais. Voilà, quand tu reviens dans le match à 1, mais ça change rien. Puis que tu vas être 5 minutes contre Hoffman, Kovar, Marchini et compagnie, ça peut te plier un match, honnêtement. Ils peuvent en mettre 2 et puis tu reviens plus derrière. Donc non, ils ont tenu. Ils ont même passé le 1002-1 derrière en fin de tiers. Et après, sur le dernier tiers, ça a super bien tenu et ça a déroulé. Donc au moins, cette sanction contre Barberio qu'on peut estimer, on peut donner match comme on aurait pu dire 2+10 charge à la bande. Tout à fait. Ça n'a pas tourné le match, bien au contraire. Donc au moins ça. Par contre, le problème, c'est qu'il va être suspendu pour le match de vendredi. Mais il y aura Roth. Je voulais juste revenir aussi sur le fait que Douai et Boson ont marqué 3 des 5 buts. On parlait aussi comme des étrangers, quoi. C'était eux les étrangers. Ah, c'est ça justement là. On parlait surtout de l'échange avec Vermin Moy et de savoir aussi si ces joueurs allaient être utiles. Boson, il marque son 7e but de la saison. Il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le moule lausannois, mais finalement, il est quasiment au maximum de ses buts en carrière. C'était le temps de revenir à 1 à Hockey Manager pour qu'on puisse le prendre. Ce qui avait été le cas. C'était un malin, Tim Boson, mais il apporte physiquement, et on parlait justement de l'impact physique. Et c'est là il a quand même des mains aussi. Oui, mais c'est là où je trouve que si Lausanne peut franchir un palier à ce niveau-là grâce à des joueurs comme ça, grâce à Tim Boson et Florent Douai. Le talent individuel, tu l'as, t'as tes Berchi, t'as tes étrangers, t'as Conacher, t'as évidemment Denis Malguin. Et par contre, Kennins, il était un petit peu seul à être un peu... Du coup, il était un peu labellisé le bourrin de service. Mais par contre, quand tu remplaces Moy et Vermin, qui ne sont pas des joueurs physiques, par Vermin et Douai, évidemment, à Hockey Manager, si tu fais cet échange-là, tu es un clown. Par contre, à ce niveau-là, sur le produit fini sur la glace et l'équipe dans son entier, il y a un sens dans ce qui a été fait à ce niveau-là et on l'a remarqué en tout cas clairement sur ce match contre Zug. On l'a mentionné 2 fois, on va quand même en parler. Vladimir Roth, 6e étranger engagé par Lausanne, un défenseur tchèque. Ça a un peu surpris. J'avoue que je t'ai dit, quand il a été engagé, est-ce que ce ne serait pas un peu quelque chose entre peut-être les agents qui pourraient avoir un lien entre un Petr Svoboda et un Vladimir Roth. C'est comme ça que je me suis demandé. À une époque, c'était son joueur. C'est ce qu'on m'a confirmé. Et il est, de ce que j'ai entendu, je voulais poser la question directement au joueur, mais j'ai encore pas pu le faire. Un jour, peut-être, j'arriverai à lui parler. Et son agent, c'est Pavel Marchoun, qui est un des associés de Petr Svoboda depuis de long terme, et c'est avec lui qu'il a aussi passé quelques joueurs, justement, une fois qu'il a décidé de prendre un rôle dans l'organisation lausannoise. Donc oui, ça fait sens. Après, je pense, c'est assez logique finalement d'aller puiser chez tes copains en disant, si, on va dire, à talent égal ou à intérêt pour ton équipe égale, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il aille chez le magasin de son copain qui connaît bien plutôt que d'aller à la concurrence qu'il connaît pas. Donc ça me choque pas outre mesure. Par contre, effectivement, c'était déjà un joueur qui était l'année passée en rumeur à Lausanne. On m'avait sorti le nom de Vladimir Roth. Il était en train de jouer la Coupe Spengler avec Trinets l'année passée. J'étais à la Coupe Spengler. On m'a dit, tu regardes là, lui, tu verras, il va jouer à Lausanne dans pas longtemps. Puis finalement, on m'a dit, ça s'est pas fait. Il s'était blessé, sauf erreur. Et du coup, Lausanne avait engagé Holm
le Suédois. Ouais. Qui s'était fait mal très rapidement d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que la connexion Lausanne-Vladimir Roth existe depuis un moment. Premier bon match à Lugano, rien à dire, il descend à peine de l'avion. C'est pas vrai, je crois qu'il n'est pas venu en avion parce qu'il a peur de voyager en avion. Et c'est pas une blague. Hein. Et je crois vraiment qu'il a peur de... Enfin, peur. Comme Dennis Bergkamp à l'époque. Voilà, il ne voyage pas en avion. Et donc, je veux dire, il a à peine descendu de l'avion. C'est pas le cas. Je ne crois pas. Mais tout ça pour dire qu'il venait de débarquer. Rien à dire sur son premier match. Moi, je me réjouis de le voir une deuxième fois. Mais honnêtement, si Lausanne n'a pas besoin de Vladimir Roth qu'à la fin de saison, c'est une bonne nouvelle pour Lausanne, dans le sens où ça veut dire qu'il ne doit pas prendre la place d'un Gibbons, d'un Barberio, même d'un Konaker, que moi je trouve assez bon ces temps. Ouais. Un Hudon en santé ou un Emerton. On sait à quel point je trouve qu'Emerton est sous-coté à Lausanne. Je pense que Roth ne doit pas prendre une de ces places-là. Par contre, un soir, tu peux te dire, si tu as un trou dans l'alignement en défense, si tu as un Genadzi qui est malade, si tu as un Frick qui est malade ou blessé ou hors de forme, tu peux envoyer 2 défenseurs étrangers, puis tu pars avec seulement, entre guillemets seulement, parce que c'est déjà pas mal, Emerton, Hudon, ou Konaker, Hudon, ou Gibbons, Hudon, c'est déjà pas si mal. Et offensivement, tu as peut-être suffisamment de joueurs pour tenir avec 4 lignes correctes en ayant 2 défenseurs étrangers. Par contre, pas de chance d'avoir une paire Roth-Mirko Müller. Non, pas de chance d'avoir une paire Roth-Mirko Müller. C'était une rumeur qui est sortie dimanche sur le réseau social de Steve Huard, chroniqueur de MySports, qui a MakeMatch, un streaming sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, sur Twitch, etc. Il disait Müller en Suisse, tout soudain avec un smiley. Le lendemain, il signe à Leksand. Ça a pas mal fait sourire en tout cas. Moi, ça me fait pas sourire en fait cette histoire, parce que au-delà de la personne qui sort ça, moi j'ai aucun problème d'où ça vient. Mais le problème, c'est que le journalisme, c'est quand même un métier qui s'apprend, qui doit être... On valide nos sources, on va tous se tromper dans notre carrière, faut être clair. Moi, je me suis déjà trompé quelques fois, mais j'annonce Vladimir Roth, le lendemain, on annonce Vladimir Roth. Super, moi, je suis pas tranquille entre le moment où j'annonce que Vladimir Roth va signer à Lausanne et le moment où on annonce qu'il a signé à Lausanne, parce que ça me ferait vraiment... Ça me rendrait mal de dire un truc faux. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on dit des trucs, et puis, c'est pas grave, il a signé finalement à Alexandre. Et le problème, c'est que cette information-là, parce qu'il y a une crainte de rater une info pour tous les sites tous les agrégateurs de news, qu'on en a arrivé à avoir sur le fil Twitter, tu as tous les sites qui reprennent Müller à Lausanne, Müller à Lausanne, Müller à Lausanne. Alors, à aucun moment, on se pose la question... Est-ce que c'est une information fiable? Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce qu'on essaie de faire le travail journalistique, de poser la question aux interlocuteurs? Ce qu'a fait mon collègue Jérôme Renard, et j'ai même vu que c'était dans le Twitch d'avant-match contre Lausanne, de Lausanne de Steve Huard, qui dit au moins je donne du travail aux journalistes. Merci, on n'a pas que ça à faire. Mais au bout du compte, peut-être que Mirko Müller, et c'était peut-être l'information de Steve Huard, je ne sais pas. Et il n'a pas sorti ça de son chapeau. S'il l'a écrit, c'est que quelqu'un le lui a dit. Ça, j'en suis convaincu qu'il n'a pas inventé ça. 100% sûr. Après, voilà, il faut double sourcer. C'est quelque chose qu'on nous apprend au centre de formation des journalistes. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. Mais peut-être que l'information était Mirko Müller pourrait venir à Lausanne la saison prochaine. C'est très possible. Et du coup, finalement, au bout du compte, ce sera peut-être... Les points qu'il a reliés étaient peut-être justes, mais ils n'amenaient pas à cette saison, mais à la saison prochaine. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Et si c'est vrai, il aura juste eu 6 mois d'avance sur l'information. Mais toujours est-il que moi, la multiplication des vecteurs pour parler de hockey, je trouve que c'est super. Moi, j'apprécie écouter le podcast de la Liberté sur Fribourg-Gotteron, Stamtisch sur HCBN, je trouve que c'est super. Steve Huard fait un peu autre chose, où il ne se cantonne pas sur un club, mais il donne un peu plus son avis sur plein de thématiques. Je trouve que plus on parle de hockey, mieux c'est pour ce milieu, et plus ça le rendra populaire. Donc c'est en tout cas, ce que je viens de dire là, c'est en tout cas pas contre ce qu'il fait, vraiment, vraiment pas. Par contre, ça m'embête que quand une info vient comme ça, elle soit reprise de manière unanime et la bouche en cœur, alors que des fois, il faudrait juste prendre un poil de recul et se dire
attends, est-ce qu'on ne devrait pas la vérifier, ce qu'a fait Jérôme Renard? Et Svoboda lui a tout de suite dit oui, on a eu des contacts avec lui l'été passé, sauf erreur. Je ne sais pas s'il l'a écrit, mais de ce que je sais, c'était l'été passé. Et récemment, apparemment, ça n'a pas été le cas. Et voilà, affaire close. Pas de Mirko Müller à Lausanne, il va jouer à Alexandre. Je comprends qu'il aille à Alexandre, parce que finalement, pourquoi je dis ça? Parce que je repense à ce que tu dis au sujet des joueurs suisses qui sont allés en NHL, qui reviennent en Suisse en disant je vais repartir. Et finalement, de privilégier la Suède, qui a un championnat très bon et qui est beaucoup suivi par les scouts de NHL, justement, d'aller là-bas, de te refaire un peu une classe défensive ou de montrer que tu as toujours cette capacité de défenseur défensif. Peut-être que tu peux même développer un peu plus ton talent offensif. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais move. Peut-être qu'il va gagner un petit peu moins d'argent. Je t'arrête tout de suite. Contrat d'artiste en Suède, quand tu signes pour moins de 6 mois, exonéré d'impôts avec un impôt minimal. Donc, de ce qu'on m'a dit, il va pas forcément gagner beaucoup moins d'argent en signant ces quelques mois en Suède que s'il était venu en Suisse. Contrat d'artiste, j'adore. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'en avais déjà parlé, sauf erreur, il y a quelques semaines sur cet aspect. Les contrats de moins de 6 mois en Finlande et en Suède sont exonérés d'impôts, et donc ou quasi exonérés d'impôts, ce qui fait que ça a un vrai intérêt. Et à l'époque, j'avais appris cette histoire-là, et c'est toujours d'actualité, quand Pavel Rosa était venu à Fribourg pour le tout début de saison, parce qu'il cherchait un endroit où jouer 2 mois pour débarquer en Finlande à 5 mois et 20 jours de la fin de saison, pour signer un contrat exonéré d'impôts. Donc, et c'est toujours d'actualité. Donc, ce contrat-là qu'il a signé avec Lexans, il va pas être trop taxé. Donc, peut-être qu'il va gagner un petit peu moins d'argent qu'en Suisse, mais pas forcément beaucoup. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe à la partie pronostic. Du coup, je te pose une question, Jean-Fred. Quel match n'aura pas lieu vendredi? Putain, salopard. T'as une capacité à parier sur le match qui va pas avoir lieu. C'est bluffant. Si t'avais la même capacité que sur prédire l'issue d'un match, et je me mets dans la même critique, hein, on n'est pas terrible, même s'il y a eu tout petit mieux récemment. Ouais. Mais là, toi, tu perds pas. Hein. Tant que le match n'a pas lieu, t'es bien. Qu'est-ce qu'on va parier? Essaye de voir Davos. Il me semble qu'ils ont beaucoup de malades ces derniers temps. Ouais. Petite quarantaine en vue. Allez, Davos Rapperswil. ça pourrait le faire, mais Rapperswil qui vient de gagner, c'est compliqué. Donc on a Davos Rapperswil, Bern de Zurich, Langnau Zug, Bienne Genève et Lausanne Fribourg. Comme ça, tu connais. Ça m'avait plutôt réussi. Maintenant, est-ce que ça va me réussir de voir quel est le résultat jeudi soir de Zurich-Berne et de parier l'inverse vendredi entre Berne et Zurich, en se disant qu'il n'y aurait pas une double victoire. Maintenant, dit comme ça paraît pas mal, mais quand je vois jouer Berne, je me dis Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'ils vont pas en gagner un des deux en disant ça, avec Zurich qui fait les deux? Difficile. Ouais. Difficile parce que Zurich, là non plus, me convainc pas forcément, en fait. Mais bon, ils ont quand même gagné, ils ont quand même été arrachés à la victoire contre Zug. Ils ont quand même été... Et puis il y a toujours ces matchs contre Langnau. Heureusement que c'est pas contre Langnau, parce que sinon on se ferait avoir. C'est terrible, hein. En plus, à Zurich, le pire, tu peux te dire à Langnau, ok, on s'est fait rouler 2 fois, mais là quand même, Wallenstadion, non, ça doit passer. Tu parles défaite 3-1, donc... Zug, à part ça, Zug à Langnau. Après 2 défaites de Zug, c'est la première fois qu'ils ont 2 défaites de suite. Non, pas 3 défaites et pas contre Langnau. Donc, non, est-ce que la cote sera intéressante? Tu vas me dire, oh non, mais faut que tu prennes avec 12 buts d'écart. Ah ouais, non. 1,85, la victoire sèche. 2,40 sur Jouer Sport avec 1,5 but d'handicap. Non, mais en fait, ils savent, ceux qui mettent les cotes, qu'on va parier sur Zug à Langnau et qu'on va perdre. Je veux dire, c'est un impôt, les matchs à Langnau. Ils sont en train de se frotter les mains, en train de se dire, comme c'est ça. C'est vraiment un impôt. On sait. Les impôts avec Zug, normalement, en plus, c'est plutôt favorable, mais en l'occurrence... Non, mais je vais quand même partir sur une victoire de Zug. Moi, je pense que je vais jouer la sécurité et à 1,85, la victoire de Zug à Langnau. Sauf si la cote s'effondre d'ici là, et on te forcera peut-être à prendre une cote avec handicap. Moi, j'ai presque envie de jouer Lausanne qui bat Fribourg. Ils ont gagné 2 fois 6-1 à la maison contre eux. Lausanne, ce qu'ils ont montré contre Zug, c'était vraiment, vraiment fort. Ils sont à 2-10 à la maison contre Fribourg. Je trouve que c'est une très belle cote. Ouais.
Et j'irai même plus loin, mais je vais peut-être pas le faire, mais avec handicap de 1 but à 2,75. Fribourg était correct contre Lugano, on en parlera, mais j'ai quand même l'impression que Lausanne est supérieur à Fribourg. Et 2,10, c'est une vraie belle cote pour un Lausanne à la maison, un Lausanne qui est dans le rythme actuellement. Et je partirai là-dessus, très probablement. Eh ben, vous verrez tout ça vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà quoi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Direction la BCF Arena où mardi soir il y a eu une défaite 2-1 contre Lugano alors que Fribourg avait mené assez rapidement. Ça faisait suite en fait ce match avec que 3 buts. On était surpris parce que il y avait eu un 7-6 contre Davos. On va dire que c'était un peu le score de Fribourg-Davos. Normalement, maintenant, c'est 7-6. Voilà. Sinon, c'est un tie-break. Sinon, ça ne va pas. Il y avait eu le 6-5 contre Berne avant. Là aussi, un match complètement fou. Les 2 fois, Fribourg a mené assez nettement. Et Ouais. c'est vu, a vu l'équipe adverse revenir. Et puis avant ça, il y avait eu un 5-0 contre Zurich, pour le coup. Où là, alors, Fribourg n'avait pas existé. Voilà, ça arrive, un non-match. Mais c'est clair que si on prend les buts encaissés, ça faisait 5 contre Zurich, 5 contre Berne, 6 contre Davos. Mais ça faisait 6 points. Donc c'est bien joli de dire oui, des buts encaissés. Ok, mais des victoires. Donc, mais là, effectivement, tu savais que c'était pas tenable sur le long terme de gagner en marquant 7 et 6 buts comme contre Berne et Davos. Contre Lugano, défensivement, c'était vraiment correct. Il n'y avait rien à dire. Je trouve même que c'était une bonne prestation défensive. Mais par contre, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce match, c'est que Fribourg a assez rapidement mené 1-0 en powerplay, comme d'habitude. La spéciale, ligne bleue, fond de zone, le gars dans le slot qui se démarque. C'est Brodin ce coup-ci. C'est Eren qui marque sur passe de Brodin. D'habitude, c'est Sprunger sur passe de Desharnais. Mais ça, c'est la spéciale Fribourg. Mais derrière, je les ai trouvés terriblement attentistes et je pense que c'est lié au fait que ces derniers matchs, offensivement, c'était un peu le feu d'artifice, mais on laissait Retobert à tout seul dans son coin et puis peut-être qu'ils se sont un petit peu dit on va quand même essayer d'être sympa avec lui une fois et ça a tenu, puis au bout d'un moment, il y a ce but de Tim Heed qui sort un peu de nulle part quand même, mais finalement Fribourg l'a aussi un peu provoqué en restant, en laissant tellement Lugano avoir le puck, avoir l'initiative du jeu, en défendant bien derrière, certes, mais au bout d'un moment, tu sais que ça va arriver, que ça se passe mal comme ça. Et quand Id a égalisé, Fribourg n'a pas été capable, je trouve, de se reprojeter vers l'avant. Ouais. Donc c'est cette balance ou cet équilibre que Fribourg peine à trouver, je trouve, entre défense et attaque. Ce qui fait que tu n'es peut-être pas top 2, top 3, mais que tu es juste derrière. Mais contre Lugano, l'équilibre n'était pas très bon, je trouve, avec... L'emphase était vraiment mis sur la défense et je peux le comprendre parce que tu joues une équipe qui était sur 4 victoires consécutives. Lugano, ça va bien. J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas dans le mien, Lugano est pas bon en ce moment. Même parce qu'il y avait eu 4-5 défaites de suite. Exactement. Avant. Et en préparant le match contre Fribourg, j'étais là, mais en fait, j'oublie. En fait, et pourtant, en préparant le match contre Lausanne, je m'étais déjà dit ça. Je me dis, non, mais Lugano, faut arrêter de croire que. Puis là, au moment, je me suis dit, Fribourg-Lugano, ouais. Ils vont jouer une équipe qui n'est pas terrible, puis non, ils sont vraiment en train d'enchaîner les matchs, les bonnes prestations, défensivement ils sont très solides, offensivement ça tient la route, il y a toujours cette première ligne qui peine, mais malgré tout tu as Tim Heed qui pointe comme un ailier en ce moment, ça veut rien dire, et donc Fribourg les a aussi un peu respectés en jouant de manière pas trop enflammée comme c'était le cas à Berne et à Davos. Va falloir quand même être un peu moins frileux, parce que le deuxième tiers, Fribourg s'est vraiment effacé, je trouve. Il y a une question de Simon. Salut Greg et Jean-Fred. Suite au match contre Berne et Davos, Berra s'est pris une flopée de buts. Pensez-vous que les sautes d'humeur de Berra incitent ses défenseurs à moins se sacrifier pour lui, histoire de lui passer un petit message quant à son caractère parfois de cochon? C'est assez amusant. C'est vrai que souvent on voit Berra. Je ne sais pas si on fait plus attention à lui qu'à d'autres gardiens. J'ai quand même l'impression que ça doit venir de quelque chose. Mais qu'on a l'impression qu'il peste souvent contre ses défenseurs, qu'il va taper avec sa canne contre son poteau. Il a un caractère... est-ce que c'est un caractère de gagnant, justement, puis que ça l'énerve des fois, on a l'impression qu'il rejette la faute sur les autres, plutôt que de se dire « Bon, celui-là, c'est vrai, les gars, il est pour moi. » Surtout que ces derniers temps, il y en a quand même un ou deux où tu te dis ça... Il avait le droit de l'arrêter, disons. Les deux contre Lugano, à part ça... le tir de Heed, il est joli, mais il semble pas inarrêtable. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est...
Attention, hein, on parle pas d'une roteuille. Hein, et puis le lancer sur le 2-1. Burglar. Ouais, il tape un peu le gant en dessous. Il reste un peu debout plutôt que d'être à son poteau. Là aussi, Berra nous a habitués à du mieux, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur l'attitude, c'est vrai que c'est une remarque qu'on me fait assez souvent ou que j'entends assez souvent. Moi, j'ai toujours de la peine, parce que j'aimerais entendre ce qui se dit entre le défenseur et le gardien, mais peut-être qu'un jour, en fait, je vais faire un article là autour, demander aux défenseurs et aux gardiens leur relation, en fait, comment, justement, quand tu es directement... Finalement, c'est deux personnes qui sont sur le même projet, et quand tu peux regarder dans les entreprises dans lesquelles on peut travailler, des fois ça brasse quand tu es sur un projet en commun. Donc est-ce que là, des fois, ça brasse entre le gardien et le défenseur? Est-ce que l'attitude de Berra induit un laxisme de ses défenseurs? Moi, j'ai pas l'impression. Au bout du compte, ils ont tous envie de gagner, mais peut-être que ça agace au bout d'un moment. Je vais essayer de me poser la question. Ça va être difficile, parce que si la réponse est oui, on me dira non. mais c'est intéressant, et c'est vrai que c'est une remarque qui m'est faite assez souvent. Moi, j'ai tendance à me dire que les gardiens, c'est de toute façon un peu souvent des personnages à part dans un vestiaire, et que de toute façon, un peu plus, un peu moins, ils le sont pas. Enfin, ça va pas changer grand chose. Quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait un journaliste un peu plus âgé qui m'avait tout de suite, il m'a dit: essaie de pas trop faire d'interview des gardiens, parce que de toute façon tu verras, c'est tous des autistes. Et cette phrase, elle m'a un petit peu resté, je l'ai un tout petit peu atténuée dans ma réflexion, et surtout qu'il y a plein de gardiens qui ne le sont absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont certains ont un caractère un peu à part. Et on salue les gardiens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a un ou deux qui nous écoutent. Non, je pense pas que vous êtes tous des autistes. mais j'entends cette remarque-là, et j'ai vu quelques exemples durant ma carrière de quand même bientôt une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Oui, c'est vrai qu'il y a certains caractères différents. Reto Berra, je le connais beaucoup trop peu pour avoir un jugement sur lui, mais c'est vrai que son attitude après les buts encaissés est systématiquement négative. T'as raison. Enfin, la question est juste. Tom Maillot, que pensez-vous des derniers matchs de Gauthieron en mode porte ouverte, simple passade, où c'est plus inquiétant? Toi, tu as un petit peu répondu aussi à ça, et c'est que cette défense, on avait déjà pointé au début du championnat en disant qu'elle pouvait être bonne, mais qu'on avait aussi des fois ça dépendait beaucoup de Reto Berra, finalement. Là, on va rajouter Rafael Diaz pour la saison prochaine, qui est un des tout bons défenseurs, mais il a ses 35 ans. Enfin, c'est un peu le Gunderson, il est excellent, c'est la pierre angulaire de la défense fribourgeoise, mais il va aussi avec une année de plus, et c'est pas une année de plus, il passe pas de 22 à 23, mais plutôt de 34 à 35. Donc voilà, je me dis que quand on prend la défense peut-être de Lausanne, quand on prend la défense peut-être de Zoug, on juge la défense fribourgeoise un peu moins bonne que celle-là, peut-être la défense de Genève aussi, puis qu'ils doivent peut-être des fois faire un peu plus, vraiment, avec le système de jeu pour être mieux dans leur match. Il y a cette fameuse... on parle souvent de Fribourg qui est bon contre les équipes. Alors, ils ont fait un carton contre les équipes qui sont derrière elles, puis qui ont un petit peu plus de peine contre les équipes qui sont devant. Comment on explique ça? Est-ce que c'est une partie de la défense qui tient mieux contre les clubs qui sont un peu moins huppés et qui a un petit peu plus de peine contre les grosses cylindrées? Ouais, après aussi, la défense à titre individuel, c'est une chose, mais aussi le système défensif qui doit être appliqué. Les attaquants, hein. Voilà, ouais, puis le système global défensif qui doit être appliqué ou non. Parce que moi, j'ai pas l'impression que quand Heinz Sellers transformait Langnau en forteresse année après année, j'ai pas l'impression qu'il avait des noms ronflants sur le papier et une défense d'internationaux. Par contre, il y avait une équipe qui jouait défensivement et collectivement ensemble, ce qui est peut-être des fois pas le cas. Et tu as des soirées où Fribourg, justement, je parlais d'équilibre entre attaque et défense, bah, des fois la jauge elle était peut-être un petit peu mauvaise dans l'aspect défensif. Je trouve quand même que le retour de Fourer apporte quelque chose de bien à ce niveau-là et va peut-être les aider à se stabiliser un petit peu. Mais tu sais, moi je vois Fribourg comme étant hyper offensif, un peu dans l'idée de Christian Dubé, que Christian Dubé était un créateur, un créatif, et que c'est peut-être pas jouer contre nature que de jouer défensif, mais qu'on a plutôt tendance à dire aux joueurs amusez-vous sur la glace, et que du coup quand ça marche très très bien, un peu la même chose avec Davos, c'est des clubs qui ont l'habitude d'avoir des potentiels offensifs parce qu'ils ont envie de jouer vers l'avant,
et que des fois, ça se ressent un peu dans le travail défensif. Il faut aussi voir que Stolberg a été blessé. Il fait un sacré boulot sur tous les plans. Donc là, maintenant, il faudra voir sur la longueur toujours, si on a des playoffs, comment ça peut se passer, puisqu'on n'y a pas de raison de penser que Fribourg n'ira pas en playoff. Non, effectivement. la saison. Mais là où tu as raison, c'est que en playoff, tu peux pas te permettre d'aller gagner des matchs 7-6. Ça n'arrive pas. Surtout avec la répétition des matchs, avec les ajustements entre les matchs, tu dois avoir une défense qui tient la route. Et actuellement, c'est pas tout à fait le cas, ou pas toujours le cas, et c'est pas régulièrement en tout cas. Et ça doit être un des chantiers maintenant de Christian Dubé et Pavel Rosa, et surtout de Pavel Rosa, vu que c'est lui qui s'occupe des défenseurs. Chantier, alors c'est pas un chantier pour le coup, mais c'est quand même des infos inside sur les discussions de contrat pour Bikov. C'est Marcus Marquis qui pose cette question. On a bien vu que, je crois que tu en parlais mardi soir à la Comcam sur MySports, parce que on t'a posé la question. Oui. Et que une revalorisation salariale ou une dévalorisation salariale plutôt dans ce cas présent, qui semble quand même logique, mais je te laisse répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. T'as pas le son, j'en ai marre, je vais pas dire la même chose. Non, mais c'est juste Andrei Bikov a signé pour 4 ans en 2016, son contrat a été échu en 2017, donc il se termine maintenant. Il avait signé 1 an à l'avance à Fribourg. Il était pas il avait signé un contrat par rapport à ce qu'il venait de faire quelques années auparavant. Le club avait parié sur ce potentiel-là en disant le Bikov de ces 2 dernières saisons qui était un peu moins bon n'est finalement pas si éloigné de l'année où il était un des meilleurs joueurs suisses du championnat quand Fribourg fait la finale. Là, maintenant, on est 4 ans plus loin de cette saison-là. Fribourg se rend compte que c'est pas son avenir, Andrei Bikov. Par contre, il peut encore clairement leur rendre bien des services. Mais l'avenir à Fribourg, c'est Sandro Schmidt. Sandro Schmidt a été prolongé très récemment. On lui a donné le A d'assistant capitaine en début de saison. Il est fribourgeois, il est joueur de centre. Donc, c'est clair actuellement que la priorité, c'est pas Andrei Bikov. Par contre, moi, je pense qu'à terme, ils vont trouver un terrain d'entente pour plein de raisons. Parce que moi, j'imagine pas Andrei Bikov jouer ailleurs qu'à Fribourg. J'imagine pas qu'il aura envie de jouer ailleurs qu'à Fribourg. Je peux complètement me tromper, je ne lui ai pas posé la question. Mais toujours est-il qu'à mon avis, c'est une négociation. La priorité était ailleurs, ce qui est complètement compréhensible. Et du coup, salarialement aussi, la priorité va être ailleurs. Et je pense qu'Andrei Bikov est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il n'est plus un joueur qui gagne le salaire d'un top joueur suisse. Puis en plus, il doit avoir une maison, si on croit à la pub pour Groupe E. Avec de la domotique voilà. Et un seul interlocuteur. Voilà, c'est ça. Donc je me dis que normalement, il a quand même plutôt envie de rester par là. Puis on termine cet épisode avec Bienne quand même, puisque Genève joue mercredi soir, donc ce soir contre les Tigers. Mm-hmm. Et ils sortent de quarantaine, on verra comment ça se passe, mais on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, Bienne... Alors, il n'y a eu qu'un match depuis le dernier épisode, mais quel match, j'ai envie de dire, avec cette victoire 6-5 après prolongation contre Berne. Ils perdent le premier tir 1-0, ils gagnent le deuxième 4-0. Là, normalement, selon toute vraisemblance, la victoire ne doit pas échapper, surtout qu'en plus, ils arrivent à mettre le 5e. Et tard en plus. Hein. Ouais, on est à la 50e. C'est Kreis qui marque ce but à la 50e. Et puis tout d'un coup, entre 53, 54, 54 et à 7 secondes de la fin, bim, 4 goals de Berne. Ouais, quand tu te prends 2 buts en 17 secondes, la Untersander et Olofsson, 53-24, 53-41, tu passes de 5-2 à 5-4 en 17 secondes, c'est violent. Hein. Et qu'après, surtout, tu encaisses l'égalisation à 7 secondes, c'est toujours vachement frustrant. Par chance, Luca Kunti, à la 63e, est arrivé à marquer ce but en prolongation. Mais tu n'arrives quand même pas à te dire que c'est 2 points de gagné. C'est quand même 1 point de perdu compte tenu de la physionomie de la rencontre. Maintenant, là aussi, c'est quand même une 4e victoire de suite pour un Bienne qui continue d'enchaîner en fait qui continue à enchaîner les points. Ouais, bêtement. 20 points sur les 8 derniers matchs. Donc sur 24 points possibles. Hein. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup la merveille de passe de Brunner pour Kunti en prolongation. Ouais. Il temporise, il la passe juste en dessus de la canne. Puis après, Kunti, il est vraiment... c'est le meilleur
meilleur compteur de Bienne et le meilleur buteur avec 10 buts. Il fait une saison vraiment remarquable, Luca Conti. Et on parlait justement des projets que réussit Bienne. Il y avait eu Brunner et là Conti, c'est un nouvel exemple. Et il y a Hofer aussi qui était quand même pas censé, qui arrivait pas avec un caractère à Bienne sans un certain bagage. Ben ça se passe très bien. Et oui, ben voilà, Conti sauve un peu les miches de Leuenberger, pas en termes de licenciement, c'est pas ça du tout que je veux dire, hein, mais du coach qui a vu son équipe se faire remonter de 5-1 à 5-5 en moins de 10 minutes. C'est aussi un petit peu sa responsabilité. Là, il lui sauve un peu les miches en marquant ce but en prolongation. Ben voilà, c'est avertissement sans frais. Oui, ils ont perdu un point. Mais avertissement sans frais quand même, parce que si tu le perds, celui-là, c'est quand même autrement plus compliqué, surtout contre une équipe de Berne qui est catastrophique. Honnêtement, ce match-là, à part les 5 minutes où ça a un tout petit peu cliqué en fin de match, c'était vraiment un désastre. Berne, le nombre de mauvaises passes, de mauvais choix, tu vois que c'est une équipe qui patine, mais avec un sac de 10 kilos par joueur sur le dos, c'est terrible. Et derrière, ils vont perdre à Rapperswil et ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, je m'en veux encore d'avoir parié sur Berne ce soir-là parce que je me dis, mais t'es vraiment un abruti. Ouais, t'es un abruti, oui et non. Oui, je les ai vus 2 jours avant, ils étaient dramatiques et je vais parier sur eux à Rapperswil. Mais parce qu'on se dit qu'à un moment, quand même, alors est-ce que c'est notre œil de dire c'est un ancien champion, c'est toujours le champion en titre pour le coup, et que normalement, ils vont quand même arriver à sortir à un moment, peut-être pas de la gonfle totale, mais au moins d'arriver à cette 10e place ou cette 9e place pour participer au pré-playoff. Mais là, comme ils sont partis, non. Et Bienne a complètement réussi à... En fait, j'ai l'impression que Bienne, tu sais, ils ont un peu comme cette séquence de Fribourg quand ils jouaient contre les clubs en dessous d'eux et qu'ils arrivaient à gagner. Et ben, Bienne se retrouve à jouer contre des clubs, même si Davos, c'est pas mal, hein, mais ils ont joué quand même contre Langnau, ils ont joué contre Ambry, de nouveau sans être dépréciatif, ils jouent contre Berne, bah, ils font les points contre les équipes où il faut faire des points. Ouais, complètement. Et que ça leur permet d'avoir cette séquence hyper positive et donc de remonter au classement et d'être vraiment pas mal du tout pour être, en tout cas à la lutte pour être dans les 6. Exactement, ouais, là ils sont repassés en dessus de la première des 2 barres avec beaucoup de matchs, 5 matchs de plus que Genève, donc là, on peut quand même théoriquement dire que Genève est devant quand même, devant Bienne. Mais Bienne a fait un rapproché assez impressionnant. Aussi, malgré un Moser qui est toujours muet, mais qui est défensivement, ça tient toujours la route, mais c'est toujours plus compliqué, je trouve, de ce côté-ci de la glace. Bah oui, ça tient. Brunner, je disais avant, cette passe, elle est incroyable, mais au-delà de ça, il y a une implication, et on sait que récemment, Brunner avait été blessé, il a manqué. On voit à quel point il est précieux, en fait, ce joueur. Et il est capable de marquer, mais il est capable de faire tout le temps le bon jeu au bon moment. Et ça, c'est ultra précieux. Brunner, c'est seulement 12 matchs, mais il a 14 points. Avec 1,17 points par match, c'est le meilleur compteur de Bienne au point par match. Et vu que c'est le point par match qui va compter pour les clubs, là aussi, on peut le prendre en compte. Et c'est assez impressionnant, finalement, parce qu'on n'imaginait pas être capable de faire des saisons à ce point constant à Bienne, je trouve. Il y a une question aussi qui nous est posée concernant Berne, parce que je vois là 23 matchs. Est-ce qu'ils vont arriver à caser tous ces matchs-là jusqu'à la fin de la saison ? Tu vois 52 matchs pour Berne ? Tu sais que je voulais calculer le nouveau calendrier et puis faire des petites coches. Est-ce qu'ils ont vraiment mis les 30 matchs, les 29 matchs restants de Berne ? J'ai préféré regarder qui joue quand pour mon hockey manager, donc voir s'il y avait des équipes qu'il fallait cibler. Évidemment, Berne en est une. Petit conseil au passage, les Uriquois, faudra peut-être pas trop les prendre aux prochaines salves de transfert, ils vont pas beaucoup jouer, les pauvres. Ouais. Mais ceci dit, moi j'ai de plus en plus de peine à croire. Là, on est en train de me dire, je viens de recevoir un WhatsApp, peut-être que d'ici 17h ça sortira. Il y a probable nouvelle quarantaine. C'est pas Davos ni Rapperswil. Attends, mais j'ai parié sur quoi là ? J'ai dit entre Zurich et Berne. On verra. Mais non, tout ça pour dire que ça va continuer. C'est malheureux, mais ça va continuer. Donc, je vois pas comment on arrivera à 52 matchs. Arrivons déjà à 40, ça va déjà être super. Et puis, essayons d'avoir des playoffs qui se déroulent. Parce que là, le problème, c'est que... Moi, ces quarantaines, ça m'énerve à part ça. Je comprends pas. En fait, entre le foot et le hockey, comme ça, c'est différent. Donc, et le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est bien joli de repousser des matchs et puis de mettre sur les plots pendant 10 jours une équipe.
Mais si en quart de finale, tu as une équipe qui est 10 jours sur les plots, tu fais quoi? Et ça, c'est un vrai problème auquel il faudra trouver une solution. Parce que tu peux pas faire attendre toutes les séries pendant 10 jours sous prétexte qu'il y a un Gugus dans une équipe qui est en quarantaine. Surtout qu'en plus, le 21 mai, il y a ce début du championnat du monde. Et pour vous dire, j'ai posé la question, en fait, où je trouve absurde de dire bon, c'est bon, s'il y a une finale du championnat, admettons, et à Zug-Zurich, le championnat du monde a commencé, oh mon Dieu, tant pis, on va pas à Riga, parce que c'est là qu'il aura lieu pour l'ensemble du tournoi. Tant pis, c'est pas grave. On fait sans Grégory Hoffman, on fait sans éventuellement Lino En équipe de Marchini. Suisse, tu dis. Exactement. Oui, d'accord. Parce que ma foi, ils jouent, ils font la finale, puis ça pourra déborder sur le mois de juin s'il faut. Et alors la source, elle est assez bonne puisque c'est René Fazel qui me l'a dit au téléphone. Il m'a dit mais il faut penser à Kovar par exemple, qui doit être libéré s'il est pris par la République tchèque pour jouer au championnat du monde. Il doit être libéré 10 jours avant. Et donc un Zouk se retrouverait à ce moment-là sans Jan Kovar et il y aura un déséquilibre qui serait fait à ce niveau-là. Et donc, c'est pas possible. Donc, voilà pourquoi des fois on gueule, on se dit « Ah ouais, mais pourquoi c'est pas comme ça ?» Puis, il suffit de poser la question aux bonnes personnes et eux te disent « Voilà, vous n'avez pas cette information, vous avez oublié d'y penser. Ah ouais, c'est vrai, c'est juste. Merci, voilà. » Donc, il faudra que ce soit fini au 21. Mais alors, on espère que ce soit en best of 7. Mais vu comme c'est parti, si tu me dis qu'en plus, il y a de nouveau une quarantaine, j'ai de plus en plus de peine à imaginer des playoffs en best of 7. Et j'ai l'impression qu'on sera plus sur de best of 5. Et ce sera déjà finalement pas si mal que ça. Là, je crois qu'on est à flux tendu. Si on a encore une ou deux quarantaines, on pourra directement annoncer qu'il n'y aura pas 52 matchs. On est à ce point-là proche de... Enfin, le calendrier est à ce point tendu dorénavant pour qu'une quarantaine soit fatale, c'est un grand mot, mais oui, il y aura probablement une nouvelle quarantaine dans pas trop longtemps, et puis on va pas s'en sortir, quoi. Bon, en attendant Godot, en hommage à Samuel Beckett, mais en attendant la prochaine quarantaine, qui est une forme de mort, hein, à part ça pour tous les suiveurs du hockey sur glace. On arrive quand même à la fin de cet épisode. On a commencé de bonne humeur, puis là on apprend que ça va peut-être repartir pour un tour. Super. Malgré ça, merci pour toutes vos questions. Là, il y en a un paquet. Hein. Il y en a une pellée. On a essayé d'être le plus exhaustif possible pour ne pas en rater. C'était un sujet qui fait débat et qui est super. Donc on est très content de pouvoir compter sur vous pour nous poser des questions. N'hésitez pas à continuer. Et d'ici la semaine prochaine, en espérant que mon tuyau ait été percé et que la quarantaine sera évitée, profitez bien, prenez soin de vous, continuez de nous suivre et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, nous écouter. On est sur YouTube, Spotify, SoundCloud et un petit peu partout. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Et faites vos équipes Poké Manager.